Située en Asie du Sud-Est, la Thaïlande est un surprenant mélange de tradition et de modernité sans cesse croissante. Forte d'une identité nationale et d'une culture propre, elle est une source d'un dépaysement total pour l'occidental qui la visite. La Thaïlande offre une grande diversité de reliefs riches en biodiversité de par ses montagnes et forêts au nord et ses îles paradisiaques au sud. C'est au nord du pays, dans la région de Chiang Mai, près de Chiang Dao, dans les forêts non loin des montagnes, que commence notre voyage, précisément au camp des éléphants de Sri Lanka. Le camp est situé en pleine jungle. À l'inverse des pièges à touristes, il n'y a ni parking ni béton. C'est en traversant 2 ponts suspendus au-dessus de la rivière que le visiteur s'approchera des animaux. Le son des cloches, attachées au cou de l'éléphant, nous avertit que nous ne sommes pas loin de lui. Ces cloches servent à signaler au Cormac la position de l'éléphant dans la jungle quand celui-ci est lâché. Car ici, à Sri Lanka, les éléphants vivent en milieu naturel avec leurs dresseurs. Sri Lanka est un camp fondé il y a plus de 50 ans par le père du propriétaire Sumitai. L'avantage de ce camp est qu'il est peu fréquenté. Nulle marée de touristes au grand bonheur des hôtes. La philosophie de Sumitai est que ce n'est pas grave qu'il n'y ait pas de tourisme, le but est que les pachydermes soient au mieux dans leur environnement. Oser monter sur l'un d'eux, c'est faire preuve d'une certaine humilité. Plus de 3 tonnes de muscles vous portent. Malgré cette masse imposante, l'animal avance d'un pas lent et léger, s'arrêtant de temps en temps pour manger. Il prend ça en fait, il prend, il met dans sa bouche un peu. Regarde comme là. C'est trop mignon. Là-bas, il fait juste, c'est trop marrant. Dans la mythologie bouddhiste, l'éléphant est symbole de paix et de prospérité. Mais pas seulement. Il symbolise aussi la puissance mentale. Cependant, la force de l'animal impose à ce mental à être contrôlé. Car si tel n'est pas le cas, il peut se laisser emporter et alors tout dévaster sur son passage par folie. Nous en avons une preuve ici. L'éléphant montre sa force de caractère en ne voulant pas obéir au dresseur et ne pas se laisser dominer. Il faudra au dresseur tout son acharnement et un peu de souplesse pour monter l'animal. Il n'est pas de tout repos d'être porté par l'éléphant. Il faut savoir jouer des cuisses pour ne pas perdre l'équilibre et de s'accrocher à la nacelle selon le relief. Mais l'effort est vite récompensé. Traverser la jungle thaïlandaise, voir et écouter ce milieu préservé est un privilège. La promenade est d'autant plus agréable que l'air des forêts du nord de Thaïlande est moins pesant qu'ailleurs dans le pays, notamment grâce à l'ombre apportée par les arbres. Le camp de Sri Lanka, au départ, fut créé pour récupérer les éléphants qui, ne travaillant plus dans les forêts ou la construction de routes, erraient parfois librement, causant des dégâts là où ils passaient dans les villages ou les cultures. Sri Lanka est installé au bord d'une rivière car l'eau est indispensable à la survie de l'animal. Il boit entre 80 et 100 litres d'eau par jour. L'eau est également nécessaire pour rafraîchir la bête lors des fortes chaleurs. L'éléphant est aussi à l'aise sur terre que dans l'eau. Il a la capacité de nager si le niveau de l'eau est trop profond. Ici, aucune maltraitance, ni de show pour attirer les touristes et les divertir, à l'inverse d'autres camps qui utilisent des techniques barbares pour soumettre l'animal dès leur plus jeune âge. Même si les choses changent doucement, la question de l'abolition des pachydermes est complexe, puisqu'entrent en jeu les questions de moralité, d'économie, mais aussi de subsistance de certains villages qui n'ont que cette ressource pour survivre. L'éléphant, qui effectuait auparavant des travaux d'ordre public, a été remplacé par les machines modernes, laissant les dresseurs sans revenus. À Sri Lanka, l'éléphant vous ayant porté mérite récompense. Quoi de mieux que de lui remplir le ventre? Il n'y a aucun risque. Même les enfants peuvent nourrir l'éléphant.
S'il y a de l'appréhension au départ, elle disparaît rapidement. Pour quelques bahts, la monnaie thaïlandaise, il est possible d'acheter des fruits, et comme nous sommes sous les tropiques, les bananes locales abondent, et sont un mets plus qu'apprécié. L'éléphant d'Asie peut engloutir plus de 200 kg de nourriture sur une seule journée. Celle-ci varie selon ses recherches. Plantes, écorces d'arbres, tubercules ou encore des fruits. Le bain est un moment de relaxation pour les pachydermes, ainsi qu'un moment de complicité avec leur dresseur. Il lui apporte la fraîcheur et le débarrasse des nuisibles qui se logent dans sa peau épaisse. Non seulement l'éléphant est respecté à Sri Lanka, mais il est aussi soigné. Tous les 3 mois, des vétérinaires qui appartiennent au célèbre hôpital des éléphants, la Friends of the Asian Elephant Foundation, située non loin de Chiang Mai, viennent les ausculter et faire un bilan complet de leur santé. Le nord de la Thaïlande offre un visage du pays plus authentique et paisible qu'au sud, où le tourisme de masse fait des ravages. Entre ces petits villages, son histoire et ses paysages montagneux, il est une destination à découvrir pour celui qui recherche une certaine tranquillité. À 10 km de Chiang Mai se trouve le village de Bo Sang. Il est réputé pour sa fabrication artisanale d'ombrelles. Au Umbrella Making Center, il est possible de découvrir toutes les étapes de leur confection. Chaque ombrelle est réalisée en papier sa. Ce papier est obtenu à partir des fibres végétales telles que le bambou ou le mûrier. Celles-ci sont broyées et chauffées dans de l'eau. La pâte obtenue est ensuite teinte, ou non, récupérée avec un tamis et séchée à la chaleur du soleil. Umbrella Making Center est un véritable atelier à ciel ouvert. Les différents corps de métier sont agencés de façon à former une chaîne de production qui toutefois reste à l'échelle humaine. Ici, l'ambiance de travail est conviviale et calme. Chacun ayant le loisir de pouvoir discuter tout en travaillant. Les conditions sont idéales. C'est un moine qui a découvert la confection de ces ombrelles en Birmanie et l'a lancée dans le village de Bo Sang il y a plus d'1 siècle. L'entreprise, malgré son âge, reste une petite structure, loin des standards de société qui poussent dans les grandes villes de Thaïlande. Nous sommes au nord du pays, région réputée pour sa vie plus détendue qu'au sud. L'accès à l'atelier est libre. Il n'y a pas de limite de temps et celui qui le visite peut observer le savoir-faire des artisans. La plupart d'entre eux sont des femmes, reconnues pour leur habileté manuelle. Ce sont les artistes peintres qui mettent la dernière touche à l'ombrelle. Usant de leur talent, ils la subliment de multiples motifs traditionnels thaïs, représentant des paysages ou des animaux mythiques par exemple. Le visiteur peut se laisser tenter de se faire décorer sa pochette de téléphone ou bien son sac par l'un des artistes. Le prix n'est pas fixé. Il offre ce qu'il veut en sachant que la somme ira directement à l'artiste. La visite se termine miraculeusement par le magasin.
de nombreux produits sont à vendre, dont la plupart des ombrelles, mais aussi des éventails, des lampadaires, des auvents. Celui ayant découvert un tel savoir-faire ne peut que rarement quitter l'Umbrella Making Center, le sac vide. Nous quittons la région de Chiang Mai pour descendre vers le sud, à la rencontre des singes de Khao Nor. Khao Nor est un lieu de culte où réside une faible communauté de moines. Mais ce n'est pas pour elle que les gens y viennent, mais bien pour le cadre naturel associé aux singes. À l'entrée du site, 2 grandes statues à l'effigie des singes plantent le décor. Nous sommes bien au pays des primates. L'activité favorite du lieu est de les nourrir. Des marchands ambulants proposent de la nourriture enfermée dans des sacs en plastique. Le procédé est assez rudimentaire et très polluant. Il suffit de claquer le sachet par terre pour que la nourriture se disperse et voir une marée de primates se jeter littéralement dessus. Seul restera le sac en plastique qui errera au gré du vent dans l'indifférence générale. Les nourrir est l'occasion d'observer la hiérarchie de l'animal. Les plus forts dominent les plus faibles. La vivacité des singes étant égale à leur appétit, il faut être le plus rapide pour en laisser le moins aux autres. C'est une vraie course contre la montre qui s'engage. Le calme revient après que toute la nourriture a disparu. Cela laisse la possibilité à chacun de profiter de la compagnie des singes. Même si l'animal vit avec les humains, il n'en reste pas moins sauvage. Il est conseillé de ne pas s'approcher inutilement de trop près et d'être prudent dans la mesure où ils sont déjà accessibles à quelques mètres. Le site de Khao Nor compte plus de 3000 individus en permanence, répartis en 3 familles. Leur grand nombre ne porte aucun préjudice en ces lieux, à l'inverse de certaines villes où les singes ont dépassé les limites de leur territoire et les ont envahis. Entre les chapardages de denrées et les excréments partout dans les rues, ils causent bien des désagréments aux habitants. Leur population est devenue problématique dans ces villes, où leur nombre croît de 10% chaque année et qu'il n'existe aucune campagne de stérilisation efficace jusqu'à ce jour. Khao Nor est un lieu de culte très peu connu des touristes étrangers. Seuls les habitants de la région y viennent passer quelques heures de plaisir au plus près de la nature, profitant de la compagnie des singes et des sentiers de randonnée permettant de gravir les montagnes. À Khao Nor se dresse un éperon rocheux vieux de plus de 200 millions d'années, truffé de grottes où vivraient plus de 3 millions de chauves-souris, visibles une fois la lumière du jour baissée. Elles sortent en quête de nourriture. Nous délaissons Khao Nor pour continuer à descendre vers le sud du pays, à Kanchanaburi pour un retour dans le passé. Là où la Thaïlande a connu l'un des plus dramatiques chapitres de son histoire, la Seconde Guerre mondiale. C'est à Kanchanaburi que nous découvrirons le non moins célèbre pont de la rivière Kwe. Utiliser les transports nationaux est un beau moyen de découvrir la Thaïlande, notamment le tuk-tuk. Très répandu dans tout le pays, il peut s'avérer un moyen peu coûteux et sûr pour circuler. De plus, la plupart des chauffeurs sont des personnes charmantes, souriantes et très fiables. Le tristement célèbre pont de la rivière Kwe a été construit à des fins stratégiques, dans des conditions inhumaines. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la Thaïlande était un élément déterminant dans la lutte entre les Japonais et les Anglais pour contrôler l'océan Indien. Le Japon entreprit donc de construire un chemin de fer qui relierait Bangkok à Rangoon, en Birmanie. Comme le chemin de fer, long de plus de 400 km, devait traverser la rivière Kwe, les Japonais entreprirent d'ériger un pont à Kanchanaburi. Le pont fut d'abord construit en bois, lors de l'été 1943, et 1 an plus tard, il fut remplacé par un pont métallique en acier. Pour y arriver,
Ils utilisèrent des prisonniers de guerre britanniques, australiens, hollandais, français, mais aussi des Thaïlandais et des Birmans. Plus de 100 000 civils thaïlandais et birmans travaillaient sur toute la ligne, ainsi que 30 000 prisonniers alliés. Les traitements les plus sévères étaient infligés aux soldats vaincus. Plus de 16 000 d'entre eux décèdent rien que sur la construction du pont. Cette voie de chemin de fer est encore utilisée de nos jours. Le train n'avance guère vite. À son bord, les passagers ont l'occasion d'imaginer l'ampleur des travaux et les conséquences humaines qu'a pu engendrer un tel chantier en temps de guerre. Le train traversant cette ligne a été baptisé le train de la mort. Sur la totalité des 400 km de voie ferrée, il y eut plus de 400 000 morts. Un décès tous les 1 mètre. Chaque année, de novembre à décembre, des commémorations sont organisées par le gouvernement thaïlandais, où sont réunies également les autres nations. Une maquette en bronze des 400 km de la ligne a été placée au bord du pont à des fins de mémoire. Le cimetière le plus important de Kanchanaburi est au sud de la ville, à quelques kilomètres du pont. De nouveau, les tuk-tuk sont le moyen le plus rapide pour s'y rendre. Le cimetière se nomme localement Don Rak War Cemetery. Il rend hommage aux soldats morts au combat ou durant la construction du pont. Près de 7000 prisonniers de guerre des forces alliées sont enterrés ici, principalement des Australiens, des Britanniques et des Néerlandais. Celui qui se recueille au pied des tombes ne peut qu'être touché par la mort de si jeunes courageux soldats qui se sont battus pour la liberté en dehors de leur pays. La tranquillité des lieux renforce ce devoir de mémoire. Non loin de Kanchanaburi, à 30 km, le Wat Tham Suwa, ou temple de la grotte du tigre, est une icône incontournable de la région. La route y amenant suit les méandres de la rivière Kwe. Malgré son éloignement du centre-ville de Kanchanaburi, le sanctuaire de la grotte du tigre attire de nombreux locaux et touristes. Il compte plusieurs temples de différentes nationalités, dont un chinois. Merveilleusement accroché à une colline rocheuse, il donne une vue unique sur les paysages qui les entourent. Les plus sportifs laisseront de côté le funiculaire et graviront de bon cœur les 157 marches pour atteindre la cour des temples. Les autres l'emprunteront. Le Bouddha aux proportions gigantesques est rapidement visible lors de l'ascension du dernier escalier menant à la cour du temple. Affichant 18 mètres de haut et 10 mètres de large, la statue de Bouddha recouverte de feuilles d'or impressionne. Au pied du Bouddha, les fidèles prient, en tenant les bâtons à encens entre leurs mains. L'encens est considéré comme un pont sacré entre la vie visible des êtres humains et le monde spirituel de la terre, du ciel et des dieux. Il reflète le désir des gens de contacter les divinités. Quand le bâton d'encens est brûlé, les prières leur sont transmises. Ils sont ensuite plantés dans le bac d'encens. Le rituel de prière n'est pas terminé avant d'avoir fixé des petites feuilles d'or sur les statues de Bouddha ou de moines. L'acte de l'offrande est une façon d'honorer Bouddha pour lui demander sa bénédiction dans les affaires, une bonne récolte. C'est un symbole fort, témoignage de respect. L'or étant incorruptible, il est très précieux et est considéré comme le cadeau d'échange avec les grands enseignements qu'apporte le Bouddha. Tant que la feuille d'or ne sera pas collée, le rituel n'est pas terminé. Et pour certains, cela demande plus de temps que d'autres. À gauche du Bouddha géant, se dresse une pagode impressionnante. Elle se visite sur 7 étages. Chacun d'eux est une grande salle circulaire, ornée de statues de Bouddha et d'ouvertures qui donnent vers l'extérieur, laissant la lumière naturelle éclairer les lieux. De grandes fresques peintes ornent le haut des salles. Elles racontent l'histoire de la Thaïlande au cours des siècles passés.
le sommet de la pagode accueille des reliques sacrées inestimables, protégées contre le vol par une paroi de verre. De là-haut, la vue sur la rivière Kwe et les reliefs est imprenable. À droite du Bouddha géant, un temple de plan cruciforme abrite un Bouddha moderne de style sous-côté. Il effectue le Varada Mudra, soit le geste du don. Plus de 95% de la population thaïlandaise est de confession bouddhique. Elle pratique le bouddhisme Theravada, une forme de bouddhisme très ancienne qui se fonde sur le respect de chaque être vivant. Les temples dédiés au Bouddha sont d'une grande richesse esthétique peu commune. Chaque élément est une véritable œuvre d'art. L'ensemble est un plaisir pour les yeux. Il est difficilement mesurable le nombre d'heures de travail qu'a dû demander chaque sculpture aux artistes pour arriver à un tel résultat. N'oublions pas que rien n'est trop beau pour vénérer le Bouddha. Nous continuons notre descente vers le sud pour atteindre le centre de la Thaïlande où nous attend un voyage sous la terre. Le pays regorge un peu partout de grottes terrestres et maritimes, toutes plus impressionnantes les unes que les autres. Khao Bin Cave est une grotte terrestre peu connue. Celle-ci se dévoile sous la montagne Flying Mount, recouverte d'une forêt. La roche de la montagne balise le chemin menant à l'entrée. Celle-ci est accessible par une porte métallique et commandée électroniquement pour des raisons de sécurité liées aux caractéristiques des lieux. En effet, Khao Bin Cave est une grotte dite tellurique, c'est-à-dire qu'elle est placée en haut d'une cheminée géologique qui communique 8000 mètres plus bas avec une chambre magmatique de faible intensité. La grotte s'étend sur 300 mètres et contient en tout 8 salles faciles à explorer. La température dans la grotte avoisine souvent les 40 degrés et peut monter jusqu'à 70 degrés. Lors de ces hautes températures, la grotte est fermée au public. L'air y devient irrespirable. Dans tout le pays, les Thaïlandais se sont appropriés les grottes pour en faire des lieux de culte. Ici, Khao Bin Cave fait exception, de par ses caractéristiques géothermiques. L'humidité et les fortes chaleurs ne permettent pas d'avoir des conditions idéales pour la méditation. C'est par ces impressionnantes formations de stalactites et de stalagmites que la grotte donne toute sa grandeur. Le visiteur suit un chemin balisé facile, mais peut être amené à se baisser pour poursuivre plus loin. Ce qui rend cette grotte unique est la possibilité de s'approcher au plus près des formations et de voir les gouttes de calcaire se former au bout des stalactites. Arpenter les salles, c'est découvrir un monde vieux de plusieurs milliers d'années. Chacune d'elles regorge de formations de stalactites et de stalagmites, donnant lieu à des sculptures naturelles qui, avec les jeux de lumière, ajoutent une atmosphère des plus étranges, voire surnaturelle. S'imaginer que cet environnement, qui a des milliers d'années, sera toujours là bien après nous, ramène à une certaine modestie et impose naturellement d'être respectueux de lui. Nous quittons l'atmosphère calme de Khao Bin Cave
pour nous rendre à celle, beaucoup plus animée, de Damon Saduak, le marché flottant. Ce marché est situé à une centaine de kilomètres à l'ouest de Bangkok, notre prochaine destination. Damon Saduak, à Ratchaburi, est l'un des marchés flottants les plus populaires de Thaïlande. Il est né sur le canal le plus droit et le plus long de Thaïlande et perdure depuis plus de 100 ans. Chaque jour, de nombreux touristes étrangers, mais aussi des Thaïlandais, viennent pour y faire du shopping, manger et s'imprégner de l'atmosphère unique de ce marché sur l'eau. Il est difficile aux visiteurs de faire un choix parmi toutes les marchandises proposées. Hélas, la plupart des touristes n'achètent que rarement. Le plus souvent, ils viennent avec leur tour opérateur, profitent d'une excursion en bateau et ensuite repartent aussitôt. Ce marché flottant est considéré pour certains comme un piège à touristes. Ainsi, les marchandises ont tendance à être surévaluées. Bien que la négociation soit une pratique courante, que le prix des souvenirs et de la nourriture soit généralement fixé à quelques bahts, il reste qu'ils sont plus chers qu'ailleurs. Sur tout le long du canal, des cuisinières, rares sont les hommes, préparent et vendent leurs spécialités sur leur bateau. La variété de plats cuisinés est telle que l'on peut acheter de quoi se faire un repas complet, de l'entrée au dessert. Beignets en tout genre, nouilles, riz, brochettes, fruits ou glaces raviront les plus difficiles. Le client ne risque rien. La nourriture y est très fraîche et est transformée directement sur les embarcations. Il est possible de voir le marché sous un tout autre angle que celui au pied du canal. Des balcons de bois ont été construits à certains endroits. De là-haut, l'animation prend davantage de force. Pour celui qui prend son temps, le marché flottant garde un certain charme, même s'il a été accusé de manquer d'authenticité culturelle par certains. Les commerçantes, portant souvent des vêtements traditionnels avec des chapeaux de paille à large bord, utilisent des sampans, petits bateaux en bois, pour vendre leurs marchandises. Ces petites embarcations, plus traditionnelles, doivent cohabiter avec les bateaux de touristes, poussés par de gros moteurs, ce qui engendre, il est vrai, quelques désagréments. Ces moteurs, de construction japonaise, sont destinés logiquement à des voitures. En plus d'être puissants, ils produisent un bruit assourdissant. La nuisance de ces bateaux ne s'arrête pas là. Il arrive assez souvent qu'ils traversent le canal sans prêter la moindre attention aux embarcations plus modestes. Celles-ci n'ont d'autre choix que d'éviter, comme elles le peuvent, de se faire emporter dans leur sillage. Le marché flottant est aussi une occasion d'écouter les Thaïlandais s'échanger leurs conversations. Pour pouvoir jouir d'un peu plus de calme et d'un bon repas, il est conseillé de s'éloigner du centre du marché. En Thaïlande, la food street est légion et un art national. Il est de notoriété mondiale que le pays offre l'une des cuisines les plus riches et variées du monde. Les Thaïlandais sont particulièrement fiers de leur art culinaire et ne ratent jamais une occasion de le montrer. Dès lors, lorsqu'une cuisinière vous invite à la regarder œuvrer derrière son wok, vous ne pouvez qu'être admiratif devant son savoir-faire. L'effet est garanti. Konton krab. Lorsque les tours opérateurs et la masse de touristes ont déserté le marché, les canots retrouvent leur quiétude. Et il n'est pas rare de voir un varan se promener tranquillement. Cet animal rend bien du service aux Thaïlandais, puisqu'il les débarrasse des rats et des serpents. En échange, l'animal n'est pas chassé. Notre destination suivante nous amène vers l'est, dans la plus grande métropole de la Thaïlande, Bangkok.
Plus de 8 millions d'habitants y vivent, 13 millions en comptant la région périphérique. La ville s'est développée au fil des siècles de part et d'autre du Chao Phraya, le fleuve qui la traverse. Long de 372 km et prenant sa source dans le nord de la Thaïlande, le Chao Phraya est l'un des 3 plus importants fleuves du pays, avec le Mekong et le Salween. Il est autant utilisé par les entreprises de transport que par les particuliers, sans oublier les touristes. Le fleuve ne dort jamais. Un balai de bateaux en tout genre ne cesse de l'animer, du bateau le plus typique aux bateaux les plus modernes. Le Chao Phraya est une précieuse voie navigable pour toutes les sociétés installées à Bangkok. Le transport de marchandises y est grandement facilité, puisque de grandes quantités de matières peuvent être acheminées du port, situé à quelques dizaines de kilomètres au sud, jusqu'à la métropole. Le fleuve est la voie la plus rapide pour se rendre d'un lieu à un autre dans Bangkok. La circulation routière est si dense et engendre de si nombreux embouteillages que les Thaïlandais ont trouvé comme allié le Chao Phraya. De nombreux bateaux-bus circulent dans les deux sens. Le confort diffère selon le type de bateau, reconnaissable par la couleur de leur drapeau. Pour rejoindre une rive à l'autre, des ferrys traversent régulièrement le fleuve. L'eau du Chao Phraya est très poissonneuse. Et la pêche est facile pour celui qui a de la patience. Découvrir la ville par le biais du bateau est un réel confort. La vue est imprenable sur les deux rives. C'est sur la rive droite que se dresse le Wat Arun, l'un des plus anciens temples de Bangkok. D'architecture khmer, le Wat Arun représente le mont Meru, la maison des dieux dans la mythologie hindoue. Le prang central du temple s'élève à 82 mètres. Il est orné à sa partie supérieure du dieu hindou Indra, chevauchant son éléphant blanc. À chaque angle du temple, une colonne imposante matérialise l'un des 4 points cardinaux. Ces 4 prangs abritent les statues de Nayu, la divinité du vent, montant un cheval. À la base des prangs sont représentées des figures d'anciens guerriers protégeant les divinités. Chacune d'elles est minutieusement décorée d'un ensemble de coquillages et de porcelaine chinoise. Les motifs floraux ornant les statues sont d'une richesse impressionnante, un véritable travail d'orfèvre. Le Wat Arun a été récemment restauré, lui conférant une dominante encore plus blanche qu'auparavant. Cette rénovation a créé une certaine polémique chez les Thaïlandais, qui trouvaient qu'elle dénaturait le temple. Quoi qu'il en soit, elle a le mérite de renforcer le contraste entre le blanc et les couleurs. L'effet est saisissant. Quelques statues, nommées Kinaris, représentent des femmes mi-humaines, mi-oiseaux. Dans la mythologie hindoue, elles sont censées veiller au bien-être des humains lors de problèmes ou dangers. Celles-ci symbolisent également la beauté et la grâce. Bien qu'il soit connu comme le temple de l'aurore, le Wat Arun est absolument magnifique lorsqu'il est éclairé la nuit. À l'instar de New York, Bangkok a droit à son Chinatown. Il est le cœur de la communauté chinoise en Thaïlande. Ce quartier est un pur concentré d'Asie. Frénésie commerçante, agitation, surpopulation, promiscuité. Difficile de ne pas y trouver de quoi manger en arpentant les rues. Les stands sont riches d'aliments les plus divers. Produits de la mer, marrons chauds, hot dog, pad thai et bien d'autres mets. Certains ont une fausse image de la Thaïlande, pensant qu'elle est un pays pauvre où les gens ne mangent pas toujours à leur faim. Voir les échoppes ambulantes débordées de leurs denrées ne peut que leur donner tort. Déambuler dans les rues adjacentes à Chinatown, c'est entrer dans le monde du commerce à l'asiatique.
quantité astronomique de marchandises sur un minimum d'espace. Il est particulièrement vrai dans le marché constant, un ensemble de ruelles commerçantes où la lumière du jour ne perce que peu. À chaque échoppe sa spécificité. Chapeaux de toutes sortes, cartables, montres sur des mètres et des mètres carrés de surface. Tout promeneur est noyé dans cette masse de produits directement importés de Chine. On y trouve de tout. Parfois, aucun ordre n'est établi dans les stands. C'est à l'acheteur de trouver ce qu'il recherche. Mais comment choisir face à autant de produits ? De temps à autre, des promotions flash sont organisées, attirant frénétiquement les acheteurs. Dans ces étroites ruelles, il n'y a aucun repère pour s'orienter. Il est possible de s'y perdre facilement, étant donné que beaucoup de commerces se ressemblent. Voir autant de marchandises donne une idée de la capacité de l'homme à pouvoir manufacturer frénétiquement des produits de pure consommation dans un seul objectif, gagner de l'argent au détriment d'autres. Les produits du marché constant ne coûtent pas cher et ils sont facilement négociables. L'acheteur n'a pas besoin d'user de persévérance pour obtenir rapidement une remise. Le marché constant attire énormément de personnes et s'y déplacer demande quelquefois de la patience. Alors rendez-vous compte si vous deviez y conduire des marchandises. Une multitude de canaux, des klong, traverse Bangkok. Y naviguer permet de voir une autre facette de la ville, faite de modestes maisons typiques où le linge sèche sur les rives. Du moins, si le bateau laisse le temps de le faire. Non loin de Chinatown, un temple attire l'attention. Le Wat Saké, plus communément appelé le temple de la montagne dorée. À l'instar de beaucoup de lieux de culte, un espace situé au pied du Wat Saké est dédié à l'arbre à souhait. Dans la mythologie hindouiste, l'arbre s'impose comme le lien symbolique entre les hommes et les dieux, d'une par ses racines ancrées au sol et de l'autre par ses branches tendues vers le ciel. L'arbre, dit aveu, est devenu celui auquel l'on confie ses aspirations les plus secrètes que l'on écrit sur des feuilles d'or. Les Thaïlandais lui attribuent volontiers des pouvoirs magiques. Le Wat Saké a la particularité d'être édifié sur une colline artificielle, dans une capitale n'ayant pas de relief géographiquement parlant. Pour l'atteindre, plus de 300 marches devront être gravies. Traversant les jardins, la montée est facile et agréable, où le grimpeur a le loisir de s'arrêter pour admirer les nombreuses cascades d'eau. Le temple a été nommé le temple de la montagne d'or à cause de son chédi doré qui date de la période d'Ayutthaya, vers 1700. Tout le long du parcours, la voix du moine lisant les préceptes bouddhistes, diffusés dans des haut-parleurs, accompagne la montée. Une foule de personnes y viennent pour des raisons différentes. Les fidèles y viennent pour procéder au rite bouddhique, et les autres, les touristes généralement, pour la vue du haut de l'édifice. Il n'est pas rare d'y voir des familles entières, de locaux ou d'étrangers, demander la bénédiction à Bouddha par l'intermédiaire des moines en échange d'offrandes. Les multiples espaces permettent à tout un chacun de pouvoir méditer dans une atmosphère tranquille, perturbée uniquement par le son des clochettes qui tintent au gré du vent. Le temple est connu pour abriter en son sein de nombreuses reliques importantes, recouvertes des feuilles d'or déposées à la fin du rituel. Au sommet du temple, une terrasse entourant le chédi surplombe la ville. Avant l'avènement des gratte-ciel, le Wat Saké était le point le plus haut de Bangkok. Il offre l'une des plus belles vues à 360 degrés de la capitale.
Le Shedi atteint 75 mètres de haut et étincelle de sa couleur jaune doré. Une grande stèle explique l'historique du Wat Saké au fil des siècles. Entre ses nombreuses reconstructions et les tragédies humaines dont la peste, il a été témoin de bien des choses. Il est possible d'emprunter un deuxième escalier longeant le Wat Saké pour le quitter. Le voir de cet angle lui confère une stature encore plus imposante. Qui dit capitale, dit grande agglomération. Et Bangkok ne déroge pas à la règle des embouteillages. Il en faut de la patience et certains diront du courage pour circuler en voiture dans la ville. En Thaïlande, à part la conduite à gauche, il n'y a pas trop de règles de circulation. C'est à celui qui se rendra le plus téméraire qui avancera le plus vite. Le nombre de véhicules circulant dans la capitale avoisine les 10 millions pour 8 millions d'habitants vivant au cœur de la ville. Les rejets de particules des véhicules créent une telle pollution que celui qui porte un t-shirt blanc le matin se retrouve avec un t-shirt gris le soir. En dessous de toute cette circulation frénétique, des parcs publics accueillent les habitants pour quelques moments de détente. Ces espaces proposent un grand choix de sports, autant individuels que collectifs. Les coureurs profitent d'une piste qui entoure le parc. Chacun court à son rythme, à la recherche de performance ou pour se maintenir en forme. Un sport attire particulièrement l'attention des touristes, le sepak takraw. Il se pratique comme le volleyball, à une exception près. Les bras et les mains ne peuvent être utilisés. 3 joueurs se font face et frappent une balle en plastique de 15 cm de diamètre de part et d'autre du filet. Les échanges peuvent donner lieu à des coups plutôt spectaculaires, où l'attaquant se retrouve la tête en bas. Ce sport peut se pratiquer également à 1 contre 1, la difficulté étant décuplée, puisqu'il faut couvrir seul le terrain. Pour s'entraîner au sepak takraw, les joueurs forment un cercle et visent un anneau accroché à plusieurs mètres du sol. La boxe thaï étant un sport national, il est évident de trouver un ring dans les parcs. Aucun sexisme ici, les femmes peuvent aussi frapper. Et pendant que les femmes frappent, les hommes soulèvent la fonte. Une véritable salle de musculation à ciel ouvert est aménagée, avec poids et machines. Impensable chez nous en Occident. Le vandalisme aurait eu raison d'elle. Les Thaïlandais, eux, sont de nature fort respectueuse. Il n'est à déplorer aucune détérioration, à part celle de l'usure. Les vertus du sport sur la santé ne sont plus à prouver, autant que les vertus sociales. Et il suffit d'observer le nombre de personnes dans les parcs pour affirmer que les Thaïlandais maintiennent encore fort aujourd'hui les liens sociaux par rapport à nous, les Occidentaux. Ils se retrouvent autant pour la pratique du sport que pour celle du Makrok, le jeu d'échecs thaïlandais. Il n'y a pas que les habitants qui profitent de ces uniques espaces verts des parcs de la ville. Des animaux y ont élu domicile, comme cet écureuil qui fait mine de rien. Entre l'abri qu'il trouve dans les arbres et la nourriture provenant des déchets humains, il a toutes les raisons d'y rester. Nous quittons Bangkok et son imperturbable animation pour nous diriger plus au sud, vers les côtes du golfe de Thaïlande et profiter d'un havre de paix à Prachuap-Khiri Khan. À mi-chemin entre Bangkok et les îles plus au sud, Prachuap-Khiri Khan est une province que la plupart des voyageurs ne font que traverser pour rejoindre la partie nord ou la partie sud du pays. Pourtant, cette région au bord du golfe de Thaïlande ne manque pas de charme. Prachuap-Khiri Khan, la ville, qui a pris le même nom que la province, est l'une des attractions principales à découvrir. Ici, c'est un nouveau royaume pour les singes qui ont élu domicile en haut et au pied de la montagne Khao Chong Krachok.
Les singes que nous rencontrons sur place sont des macaques crabiers, l'espèce la plus répandue en Asie du Sud. Comme à Khao Nor, nourrir les singes fait partie du folklore de la ville. Des marchands ambulants profitent des animaux pour faire leur commerce et gagner quelques bahts en vendant de la nourriture, souvent des épis de maïs. À Prachuap Khiri Khan, les singes sont respectés et vivent avec les habitants. Il n'en est pas toujours le cas en Thaïlande. Dans certaines régions, ils sont utilisés pour attirer les touristes. Enchaînés, maltraités et mal nourris, ils distraient le public dans des accoutrements dignes d'un cirque. La maltraitance monte encore d'un cran lorsque le singe est dressé pour cueillir les noix de coco. Il grimpe sans relâche au cocotier toute la journée. Très rentable, il peut récolter jusqu'à 1000 noix de coco, alors que l'humain 200. Pourtant, le singe est un animal symbolique. Il est associé au dieu hindou Hanuman, qui, dans la mythologie, consacra sa vie à servir Rama et lui trouva même son épouse. Le nourrir, c'est espérer s'attirer les grâces de ce dieu. Pour atteindre le temple au sommet de Khao Chong Krachok, il faudra gravir les 396 marches que compte son escalier. L'ascension est facile, mais le moins téméraire s'armera de courage, car les singes ont pris place sur Khao Chong Krachok. Le jeu en vaut la chandelle, car au fur et à mesure de la montée, la vue sur la région devient imprenable. Malgré leur quiétude apparente, les macaques crabiers restent des animaux sauvages. Et il est conseillé de respecter quelques règles. Notamment, ne jamais les fixer du regard. Ils considéreraient ça comme un affront. Une fois que les distances sont gardées, les singes ne font pas attention à vous et continuent leur vie paisible. Une occasion de les observer librement et de constater notre ressemblance dans bien des attitudes. Monter sur Khao Chong Krachok permet de découvrir la région de Prachuap Khiri Khan sous un autre angle, partagé entre la mer et la terre. Le temple au sommet de la montagne n'est pas des plus intéressants. Mais la compagnie des singes et la vue exceptionnelle compensent largement la simplicité des lieux. Depuis quelques années, Prachuap Khiri Khan est devenu une destination prisée pour les habitants de Bangkok. Ils y viennent de plus en plus pour y passer leur week-end et profiter d'un havre de paix hors de toute agitation. Il faut dire qu'il n'y a que 250 km qui séparent Bangkok de la ville côtière et qu'une ligne ferroviaire dont le trajet ne dure que 4 heures s'y arrête. À 5 km de la ville de Prachuap Khiri Khan se trouve un village de pêcheurs, Ao Noi. Entre ces plages désertées des touristes et ses produits issus directement de la pêche de nuit, le voyageur qui s'arrête à Ao Noi ne s'y trompe pas et goûte à une belle tranquillité, ainsi que les habitants qui y vivent. Ce village de pêcheurs s'articule autour de la plus petite baie de la région nord de Prachuap Khiri Khan et est le premier fournisseur de poissons de la région. La consommation annuelle de poissons d'un Thaïlandais est en moyenne de 35 kilos. Nous comprenons bien dès lors que la pêche, avec l'élevage de poissons, est un des secteurs économiques les plus importants du pays. Il implique pas moins de 2 millions de personnes, travaillant directement pour la pêche et la pisciculture, ou pour les activités intermédiaires qui leur sont apparentées, telles que la transformation des produits de la mer, la construction des bateaux, la fabrication de la glace. La Thaïlande a réalisé de gros progrès dans la lutte contre la pêche illégale non déclarée et non réglementée, mais aussi dans le travail forcé. Le gouvernement a mis en place des réformes concrètes pour réguler la pêche, notamment la réduction de la flotte de pêche. Elle comptait plus de 50 000 navires il y a peu, alors que maintenant, 39 000.
Un programme de jours de pêche autorisés a été aussi imposé pour assurer la durabilité à long terme du stock de poissons. Pour améliorer les conditions des travailleurs, les autorités s'efforcent à traquer le travail forcé des enfants ou des étrangers venus des pays voisins. La justice est rapidement rendue et les condamnations dissuadent de plus en plus les fraudeurs. Les pêcheurs exercent leur activité sur des bateaux fabriqués en bois. La plupart d'entre eux sont de construction locale. La technique de pêche utilisée est celle des lampes à hydrogène. Ces grosses lampes émettent une lueur verte dans la nuit qui attire le poisson vers les filets. Dans la lutte pour une pêche plus durable, les filets de pêche sont devenus une préoccupation écologique pour les autorités thaïlandaises. Il faut dire que les pêcheurs sont responsables d'une importante pollution maritime, puisqu'ils jettent directement des tonnes de filets de nylon usés dans les mers. Les premières victimes de l'accumulation de ces rejets sont les animaux marins, tels que les tortues marines et les dugongs, un mammifère marin vivant sur les bords de l'océan Indien. Fort heureusement, ces filets de nylon commencent à être remplacés par d'autres filets, certes encore en fibres synthétiques, mais plus durables et solides, pouvant être facilement raccommodés. Et c'est sous l'un d'entre eux, protégés du soleil, que les pêcheurs les réparent. Se promener le soir sur le port d'Ao Noi permet de voir les pêcheurs au travail. Pour conserver le poisson, la glace est leur meilleur ami. La pêche de la nuit d'avant est transvasée dans les camions le soir d'après. La journée n'est pas propice à tel transfert, car la température y est trop haute. Par contre, elle descend assez le soir pour garder le poisson le plus frais possible. Celui-ci sera ensuite porté jusqu'au centre de tri. La nuit, les bateaux de pêche sont bien visibles de la plage d'Ao Noi. Les lampes à hydrogène éclairent la nuit de leur lueur verte, telles de petites lucioles. Malgré que la province n'attire pas les foules, elle cache bien des trésors. À une vingtaine de kilomètres au sud de Prachuap Khiri Khan, le Wat Tong Sae est un temple phare de la région. De construction récente, il aura fallu 10 ans de travaux pour que celui-ci soit achevé en 2005. La terrasse au bord du temple est un lieu de culte à ciel ouvert. De nombreux fidèles y viennent rendre hommage à Bouddha. La statue qui lui est consacrée est impressionnante, 19 mètres de haut. Elle a été édifiée en hommage à la reine Sirikit Kitiyakara, lorsque celle-ci régnait avec son mari, le roi Rama IX, et est connue maintenant comme la reine-mère, parce qu'elle est la mère de l'actuel roi Rama X. Ornée de statues de moines bouddhiques, la terrasse fait face au front de mer et donne une vue imprenable sur la baie de Tong Sai Beach. Les moines jouent un rôle important dans la vie quotidienne des Thaïlandais. Ils sont considérés comme détenteurs d'érudition et de sagesse. C'est pourquoi des statues leur sont consacrées sur de nombreux sites de culte. 2 statues de démons protègent l'entrée conduisant au temple. Ils ne représentent pas le mal, mais sont bien les gardiens du lieu. Le temple ne se découvre pas tout de suite. Il faudra aux visiteurs marcher quelques minutes avant de l'apercevoir. La marche est plutôt agréable, au milieu des jardins où les bambous sont bercés par le vent. Des statues de Namas, des créatures mythologiques hindoues, protègent l'escalier qui mène au temple. Wat Tong Sae, étant un temple construit récemment, offre un spectacle de tous les instants. Il resplendit au soleil. Dans la cour, 2 bâtisses abritent 2 instruments qui servent à rythmer les cérémonies. Une cloche qui rythme les journées et un gong en forme de tonneau qui suit le calendrier lunaire. Les toits sont richement décorés. Les chedis et les autres éléments de décoration
ont une dominance dorée qui nous rappelle que rien n'est trop beau pour vénérer Bouddha. Si l'extérieur du temple apporte déjà son lot d'éblouissement, l'intérieur marque davantage l'esprit. Décorées du sol au plafond, les salles sont un ravissement pour les yeux. Les teintes or, mélangées aux teintes rouges, obéissent aux traditions bouddhiques. Le rouge est la couleur de la force de vie, du feu et de la préservation. Le jaune est la couleur de l'humilité, de la renonciation. Le Bouddha est toujours représenté en jaune. La croyance dit que méditer sur cette couleur transforme l'orgueil en sagesse. Pour accéder à l'étage supérieur du temple, plusieurs escaliers sont à emprunter et évoquent le difficile chemin qui mène à l'illumination. Le Wat Tangsai est un édifice phare de la région du sud de la province de Prachuapkhirikan. Il abrite de précieuses répliques de Bouddha, raison pour laquelle il n'est pas toujours ouvert au public. La plus précieuse de toutes représente le Bouddha, debout, drapé de son kesa, le vêtement traditionnel bouddhique. Il effectue le geste de la main yogique qui aide à dissiper l'anxiété, la dépression, ainsi qu'à améliorer les sentiments de bonheur. Les statues ne sont pas les seuls joyaux des lieux. Le temple abrite des choses extrêmement rares en Thaïlande, de somptueux vitraux. La lumière qui les traverse confère une puissante aura aux reliques, renforçant le symbolisme de l'illumination. Du haut du Wat Tangsai, la vue sur la baie de Tangsai Beach est impressionnante. La dernière destination de notre voyage nous emmène dans le parc national de Khao Sam Royod, toujours dans la province de Prachuapkhirikan, pour un site naturel exceptionnel, Phrayanakon Cave, considéré comme l'une des 10 plus belles grottes du monde. C'est au départ de la plage Laem Sala que commence le chemin vers la grotte. Pour y arriver, les plus courageux traverseront la montagne Tian. Les autres couvriront la moitié de la distance en bateau, mais ne profiteront pas des vues sur la baie qu'offre la première ascension. Celle-ci est largement à la portée de tous. De plus, comme la montagne longe la mer, les haltes que veut s'octroyer le grimpeur sont récompensées par le paysage qui s'ouvre devant lui. Qui dit ascension, dit aussi descente. Et c'est dans cette partie, délicate, que l'attention devra être doublée afin d'éviter de glisser. Pendant que certains traversent la montagne, d'autres la contournent. Pour les moins sportifs, des navettes de bateaux rejoignent les marcheurs sur la même plage. Lorsque le pied foule la plage, c'est la moitié de la distance pour arriver au lieu sacré qui a été parcouru. Seuls les bruits des moteurs de bateaux perturbent l'ambiance naturelle des lieux, ponctuée de cris d'oiseaux, mais aussi de rencontres de singes. La plage offre un moment de repos pour les muscles, avant la deuxième ascension. En effet, 430 mètres d'un chemin escarpé et inévitable attend le visiteur pour atteindre la grotte. Le parcours s'apparente à un long escalier dont les marches sont directement taillées dans la roche. Les suivre demande un peu d'effort, mais il est vite compensé par la beauté des lieux. Pour celui qui fatigue, une simple halte de quelques minutes suffira pour reprendre son souffle. La vue sur le front de mer est de nouveau imprenable. La dernière partie de l'ascension exige un peu plus de technique, dans la mesure où la hauteur des marches varie fortement, mais la grotte est à portée de main. Un panneau indique que Phrayanakon Cave n'est plus très loin. Il ne restera plus qu'à descendre un escalier abrupt pour qu'à la fin de celui-ci s'offre la récompense tant attendue. Car la grotte cache un joyau en son sein, un petit pavillon royal
construit en 1890 en l'honneur de Rama V et éclairé par son ouverture supérieure. Ce puits naturel éclaire une grande partie de la salle et a pu donner naissance à une végétation qui profite non seulement de sa lumière, mais aussi de l'eau apportée par les pluies. L'atmosphère qui règne dans ce sanctuaire naturel, renforcée par le pavillon royal, donne un côté mystique au lieu. De nombreux rois de Thaïlande, attirés par son charme irrésistible, ont laissé des preuves de leur ravissement en y faisant construire ce temple ou en y gravant leurs marques sur les parois. Si le pavillon en hommage au roi Rama V est devenu au fil des années l'emblème de la province de Prachuap Khiri Khan, la grotte elle-même est surtout un symbole, malgré la modernisation sans cesse croissante du pays. Celui de cet étrange lien qui perdure en Thaïlande entre les moines, la pratique populaire du bouddhisme, ses habitants et ces mystérieux temples troglodytes qui parsèment son territoire.